Bonjour mesdames et messieurs, ravi de retrouver celles et ceux qui sont fidèles aux rencontres Orient-Occident du Château Mercier et celles et ceux qui sont fidèles à la Fondation Opale, que je remercie. Je remercie Bérangère et Gauthier de nous recevoir aujourd'hui. C'est un plaisir de voir cette salle, cet auditorium rempli, alors que, comme le disait Ali tout à l'heure, il fait beau dehors, il y a un grand soleil, donc merci d'être là avec nous. Aujourd'hui, nous allons parler évidemment d'Orient-Occident et nous allons nous poser la question, est-ce qu'il y a un réveil ou un recul démocratique? Avec deux personnalités éminentes, vous, Monsieur Ali Ben Maklouf, donc vous êtes professeur à l'Université Mohamed VI, Polytechnique au Maroc, vous êtes directeur du Centre d'études africaines, vous êtes auteur de nombreux ouvrages, on va en évoquer deux tout à l'heure. Vous êtes aussi professeur émérite à l'Université Paris-Créteil-Val-de-Marne. Voilà, entre autres, parce que vous avez un curriculum impressionnant. Donc, j'évoque deux livres. Celui-ci, Ali Ben Maklouf, L'humanité des autres. Vous allez en parler avec Younes Adjaraï demain à 17h au Château Mercier. Et puis, vous avez aussi écrit un livre intéressant autour de la question du réveil démocratique. Donc, on va voir s'il y a un réveil ou un recul démocratique. Et puis, vous avez aussi écrit un livre pour nous convaincre absolument de lire les philosophes arabes. Vous êtes un philosophe. Tout à l'heure, René Pierre parlait d'activistes. Alors, ce qui nous intéressait, c'était de réunir à la fois un journaliste, un philosophe, des artistes, des activistes, pour essayer de penser la démocratie aujourd'hui. Alors, c'est vrai que c'est intimidant, je dois dire, d'être avec vous deux ce soir, d'être avec vous. Edoui Plenel, vous êtes journaliste, cofondateur de Mediapart, qui est un média d'impact, on peut dire ça, un journal d'impact. Vous avez été aussi directeur de la rédaction du Monde. Vous continuez de collaborer avec Mediapart puisque vous continuez de faire des enquêtes. Et je rappelle, pour celles et ceux qui s'en souviennent, que notamment vous avez été à l'origine de plusieurs enquêtes qui ont défrayé la chronique, si je puis m'exprimer ainsi. L'enquête du Rainbow Warrior, puisque vous étiez jeune journaliste à l'époque, ça a été votre premier, est-ce qu'on peut dire ça, premier scoop, première grande enquête. On vous doit aussi l'enquête sur l'affaire Bettencourt. On vous doit aussi l'enquête sur Cahuzac, Jérôme Cahuzac. Et puis une enquête sur Nicolas Sarkozy, l'ancien président français aussi. Vous êtes l'auteur d'une trentaine d'ouvrages, je crois, et notamment de ce dernier qui s'appelle Le Jardin et la Jungle, adresse à l'Europe sur l'idée qu'elle se fait du monde, peut-être d'elle-même et qu'elle se fait du monde. Voilà, ce livre vient de sortir, on peut le dire. On va commencer par vous, si vous le voulez bien, Monsieur Ali Ben Maklouf, par rapport au réveil démocratique. Comment est-ce que vous l'évaluez? Est-ce qu'il y a aujourd'hui en démocratie un réveil, un recul, à la fois en Orient et en Occident? Qu'est-ce que vous constatez? Merci beaucoup de votre introduction généreuse. Merci aux participants ici et à ceux qui m'ont invité, René Pierre ici présent. J'avais, il est vrai, coordonné un travail en 2013 intitulé Le réveil démocratique. C'était après le printemps arabe, ce qu'on appelait le printemps arabe, et je voulais qu'on mette un mot sur ce qui s'était passé. Et en réalité, cet ouvrage où on participait à la fois des Tunisiens, des Marocains, des Français, voilà, c'était surtout ces trois-là, c'était d'essayer de donner un lexique de ce que j'appelle une grammaire de l'émancipation. Et cette grammaire de l'émancipation, pour moi, c'est ce qui effectivement signifie démocratie. Démocratie ne signifie pas vote. On voit qu'il y a des gens qui se font voter avec, ils se font élire, avec 98% de voix, etc. Et la démocratie, c'est d'abord un gouvernement par la discussion. Je permets de citer ce que
je viens du domaine de la philosophie, John Rawls, un gouvernement par la discussion pour une grammaire de l'émancipation. On ne peut pas obéir à un ordre étatique si l'ordre étatique est injuste. Donc la démocratie commence par cette prétention à l'égalité, prétention à se réunir au profit des moins favorisés. Si les défavorisés ne trouvent pas leur compte, la société se disloque et il n'y a pas de démocratie. Alors il y a des démocraties formelles, au sens où elles se disent démocratie parce qu'elles organisent des élections, il y a des pouvoirs, il y a des contre-pouvoirs, ou parfois des pseudo-contre-pouvoirs, mais des pouvoirs réels. Mais très souvent, alors maintenant j'en viens à aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus, me semble-t-il, des pouvoirs forts, des institutions faibles, et pour moi, la démocratie est en danger quand les pouvoirs sont forts et que les institutions sont faibles. Merci. Edouard Plenel, est-ce que vous faites le même constat? Est-ce que la démocratie aujourd'hui est en danger, tant en Europe, puisque vous l'évoquez longuement dans votre dernier ouvrage, et plus particulièrement dans le reste du monde? M. Ben Maklouf a dit déjà l'essentiel. D'abord, s'entendre qu'est-ce que c'est que le mot démocratie, hein? Est-ce que c'est simplement la légitimité par le vote de représentants, ou est-ce que c'est une culture démocratique dont le moteur essentiel, c'est la proclamation de l'égalité des droits? On ne s'y attarde pas assez, mais cette proclamation de l'égalité naturelle est le moteur permanent des émancipations. Et c'est un scandale permanent pour tous les pouvoirs, dans une dialectique qui se reproduira toujours du paria et du parvenu. Le paria devenu parvenu ferme la porte et ne veut pas que d'autres rentrent. Le meilleur exemple pour comprendre combien la proclamation de l'égalité des droits est un moteur de l'émancipation infinie, c'est évidemment une cause qui traverse toutes les sociétés, tous les milieux sociaux, tous les milieux idéologiques ou partisans, c'est la cause des femmes, qui, y compris, est illustrée par le mouvement féministe MeToo aujourd'hui, qui met en cause et nous oblige, nous, le genre masculin, à réfléchir dans toute société à des millénaires de prédation, d'aveuglement sur notre domination. Et on le voit bien, je vais revenir sur tous ces régimes autoritaires aujourd'hui, quelles que soient leurs apparences électorales ou non, combien ils ont toujours en commun une focalisation, par exemple, sur les minorités de genre, sur les luttes des LGBTQIA+. La théorie du genre devient une obsession. C'est commun, j'allais dire, au régime de M. Poutine, comme au mollah iranien, comme à d'autres, comme à M. Trump, comme à M. Milley. Donc, encore une fois, nous sommes les enfants de cette proclamation dont Jean-Jacques Rousseau est sans aucun doute un des protagonistes, mais dont la France n'a pas la propriété, qui était aussi dans la déclaration d'indépendance américaine, et qui a été reprise contre nous-mêmes, hein, puisque nous ne respections pas cette égalité des droits par le pauvre peuple que nous dominions dans le cadre des émancipations coloniales. Alors, quelle est la situation aujourd'hui? Par rapport à l'intitulé de notre rencontre, des réveils démocratiques, il y en a sans arrêt. On parle de ce livre paru en 2013, c'est le moment du backlash, hein, c'est le moment du coup d'État du maréchal Sissi pendant l'été 2013 et qui met en prison aussi bien les frères musulmans que la gauche laïque égyptienne et qui met fin, c'est le moment du coup d'arrêt dont va suivre la tragédie syrienne qu'il ne faut jamais oublier et de laquelle il y a eu beaucoup de indifférence, hein, puisque au départ c'est une immense révolte politique, démocratique, avec les causes communes de l'égalité au cœur du peuple syrien. Donc je pourrais continuer, au moment des printemps dits arabes, l'Algérie, par exemple, qui avait connu la décennie noire, se met en retrait, mais depuis, elle a eu son Irak, qui aussi a été défait. Et puis, dans nos pays, il y a tout le temps eu des divers mouvements sociaux, diverses révoltes. Quel est le problème? Aujourd'hui, nous avons un monde, je prends souvent cette formule d'Antonio Gramsci, la crise, c'est quand il y a un vieux monde qui est condamné, qui va mourir, mais il ne veut pas mourir. Il s'accroche
il s'accroche, il va faire beaucoup de dégâts en s'accrochant, et il va, y compris, nous entraîner dans beaucoup d'abîmes. Et puis il y a un nouveau monde qui tarde à naître. On en voit à toutes les pousses, y compris les thématiques dont on discute Orient-Occident depuis que vous existez, montrent toutes ces jeunes pousses. Et comme disait Gramsci, c'est la deuxième partie de la phrase qui est la plus importante, dans cet entre-deux surgissent, alors il y a deux traductions, il y a une traduction littérale, surgissent les phénomènes morbides les plus variés, et l'autre traduction plus poétique, dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Nous sommes dans cette situation-là. Et ce que nous vivons dramatiquement actuellement, c'est bien cela. Il y a une raison du plus fort, et le plus fort, surtout s'il est plus fort militairement, peut avoir l'illusion de gagner. Et en même temps, il nous entraîne, et il s'entraîne lui-même dans l'abîme. Il a une déraison de la force, sa force de la puissance et de la violence est aussi une faiblesse politique. Le cycle dans lequel nous sommes, pour ça qu'il faut toujours résister à ce qu'un historien a appelé le présentisme. Notre univers de réseaux sociaux fait qu'on a l'impression que tout démarre le 11 septembre 2001, tout démarre le 7 octobre 2023. C'est justement le cycle commencé il y a de ça un peu plus de 20 ans. Ce cycle où notre monde, l'Occident, cette invention politique, cette projection politique de l'Europe sur le monde, eh bien, dans un monde interdépendant, quelque part, sa domination automatique, elle est terminée. Il faut penser le monde autrement, le monde en relation, il faut penser la fragilité du monde, penser les dérèglements climatiques, penser le fait que les peuples sont en relation, que celles et ceux qui viennent frapper à notre porte, ce n'est pas la misère du monde, c'est aussi la jeunesse du monde, c'est aussi une curiosité, c'est aussi une envie d'autres horizons. Nous sommes dans ce défi-là. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans ce livre. Est-ce que nous allons sortir de l'imaginaire de la puissance, de l'imaginaire de la hiérarchie des civilisations, de l'idée que nous serions propriétaires du bien, du juste, du beau, ou bien du vrai, ou bien est-ce que nous allons être capables de penser un monde de la fragilité, un monde de la précaution, un monde qui s'empêche, je reprends la formule de Camus dans ce roman posthume, un homme ça s'empêche, refuser l'illimitisme de la puissance. Et cette formule, l'illimitisme, vous voyez bien qu'elle prend tout ce néologisme que j'utilise. Elle concerne aussi bien l'extractivisme sur les richesses de la nature, elle concerne aussi bien la violation des cultures démocratiques. Il n'y a pas besoin d'aller très loin, c'est ce que nous vivons en France avec un président qui n'a aucune culture démocratique, je ne parle même pas des institutions dans la pratique de ce qu'il fait ces derniers temps. Et puis cet illimitisme, c'est l'illimitisme aussi sur les corps, je parle de MeToo et les violences sexistes et sexuelles, et puis c'est l'illimitisme. Et là, on ne peut pas ne pas en dire un mot en introduction, tellement c'est une désolation, sur le droit international. On ne peut pas combattre M. Poutine et dire qu'il faut des sanctions qui ont été prises contre un pays, une puissance, un nouvel impérialisme qui envahit un pays souverain en Europe, qui est dans une logique d'expansion, de reconstruction d'empire, proclamer nos valeurs, et ne pas les respecter quand il s'agit de l'aveuglement des actuels dirigeants israéliens dans leur fuite en avant depuis les massacres qui sont des crimes de guerre, qui sont des crimes contre l'humanité commis par le Hamas contre des civils israéliens. Et donc ce double standard ruine notre crédit. Nous sommes dans un moment où, si nous ne sommes pas au rendez-vous des principes et des valeurs que nous avons proclamés, tout en souvent les trahissant, mais c'est utile de les avoir proclamés, et c'est même utile qu'on puisse les invoquer contre nous, mais aujourd'hui nous sommes dans un moment où le monde nous regarde et le monde dit, mais parce que le monde nous voit, et il dit, mais comment vous croire ? Comment vous croire quand il y a cette perdition qui ne menace pas seulement la paix du monde, mais menace la paix d'Israël même. Je pense que la politique de M. Netanyahou met en danger, paradoxalement, contrairement à ce qu'il dit, loin de mettre en sécurité l'État d'Israël, le met en danger.
Et donc, voilà, pour moi, aujourd'hui, la question, la régression dont nous parlons, hein, c'est cette tentation autoritaire, tout le monde met des mots, certains parlent d'illibéralisme, il y a des degrés, M. Orban était au Parlement européen, il a la présidence actuellement de l'Union européenne, M. Trump va peut-être, hein, on ne sait pas, gagner la présidentielle, M. Milei en Argentine a mis à bas les contre-pouvoirs, et on pourrait multiplier tous les exemples. Nous sommes dans un moment, et c'est ce que à la fois qui peut paraître terrifiant, et en même temps, pour nous rassurer, je pense que ce monde qui violente cette culture démocratique est un monde mort, c'est un monde fini. Il n'est pas mort encore, il n'a pas sombré encore, mais c'est un monde condamné. Et donc, il faut tenir le cap. Et le cap, ça a été dit, vous avez tout de suite prononcé le mot égalité. Il n'y a qu'une boussole dans un moment comme celui-ci, et qui peut se décliner dans tous les domaines. C'est l'égalité des droits, sans distinction d'origine, de condition, d'apparence, de croyance, de sexe, de genre. Si on s'en tient à ça, eh ben, on tient la digue face à nos ennemis, car tous ces ennemis-là, sous différents visages, ont en commun d'être du côté de l'inégalité naturelle, de la hiérarchie des cultures, des civilisations, des sexes, des genres, des origines, des identités. Et c'est vraiment ce cap-là qu'on doit tenir. Et ce cap-là, ben, un jour ou l'autre, l'humanité, comme une rivière, sort de son lit, ben, elle retrouvera ce lit-là. Mais entre-temps, il y aura quelques catastrophes. Nous les vivons. Et ce n'est pas ici qu'on les vit plus terriblement. C'est plus loin. Vous avez évoqué tous les deux les printemps arabes. Monsieur Ali Ben Makouf, aidez-nous à comprendre ce qui se passe aujourd'hui par rapport au printemps arabe, parce qu'ils avaient suscité ces printemps arabes, que ce soit en Tunisie, que ce soit en Égypte et dans d'autres pays, un immense espoir, et notamment pour la jeunesse. Oui. Comment est-ce que vous expliquez cette évolution aujourd'hui ? Écoutez, il y a quelque chose de général en Afrique, et là on parle des printemps arabes, c'est que les gouvernements ne font pas confiance à leur jeunesse, ne s'occupent pas de leur jeunesse, n'écoutent pas leur jeunesse. Je vois au Maroc, par exemple, vous êtes audible à partir de 40-50 ans. On n'écoute pas la jeunesse. Aujourd'hui, j'ai le regret de le dire, c'est un pays que j'aime beaucoup, le Maroc, il y a 300 000 élèves qui quittent l'école chaque année. Essayons de, sans être donc avant 16 ans, avant le moment où on peut aller vers la formation continue ou les études supérieures. Et moi, je pense que vous avez prononcé un mot très important, M. Duplenel, c'est celui d'indifférence. Moi, je vis chaque jour en me réveillant, en me disant comment peut-on mettre de côté 300 000 élèves chaque année. Oui, donc, je vous réponds pas en général sur tous les pays. Je parle de quelque chose qui malheureusement après se retrouve par récurrence dans d'autres situations, dans d'autres pays. Les formes de discrimination, vous en avez parlé, à l'égard des femmes, les formes de discrimination à l'égard de la jeunesse sont véritablement ce qui freine entre guillemets, ce printemps arabe qui a été en quelque sorte étouffé. Mais en même temps, il y a l'espoir toujours de cette jeunesse, qui a un pouvoir d'imagination extraordinaire, qui est là, qui lutte par son corps, par sa présence. Moi, j'ai d'ordinaire tendance à dire que les corps sont des frontières sans frontières, c'est-à-dire que, voilà, je vous fais barrage par mon corps, alors qu'est-ce que vous allez faire ? Me supprimer ? Donc, le grand problème, c'est celui du droit, c'est comment donner des relais au corps. Vous, comme moi, comme M. Duplenel, a laissé une clé quelque part et va retrouver un chez-soi. Quand vous n'avez pas les relais juridiques de votre corps, vous êtes, et un corps ne peut pas porter éternellement toute sa misère tout le temps. Donc, les printemps arabes, vous le savez, aujourd'hui, sont indissociables de toutes les mobilités africaines où justement les gens ne peuvent plus porter que leur corps. Autrefois, quand vous étiez pauvre, vous aviez un lopin de terre qui ne produisait pas grand-chose, mais vous aviez ce lopin de terre. Maintenant, vous n'avez plus que votre corps en mobilité. Vous n'avez même plus le lopin de terre parce qu'il a été acheté par les firmes internationales, parce qu'il se trouve près de mines juteuses, parce qu'il se trouve près de sites classés par l'UNESCO. Les sites classés par l'UNESCO, moi je suis très très critique
tous les sites classés par l'UNESCO en Afrique ont donné lieu à des déménagements de population tout autour. Les gens ont vendu leur terrain et se sont retrouvés sur les routes. Parce que comme pour ceux qui vendent leur vin précisément au Pakistan, vous avez toujours le regret de vous être dépossédé. Et voilà, vous l'avez fait une fois et c'est sans remède. Donc, si vous voulez, il y a une expression durant février 2011 au Maroc, une très belle expression rendue par une pancarte qui est un énoncé, qui n'est pas une phrase grammaticalement construite, ni une proposition logiquement construite. Les logiciens disent une expression bien formée. C'est un énoncé, c'est à la lisière de la phrase et de la proposition, et l'énoncé c'est celui-ci. Une pancarte qui m'avait, moi, véritablement plus que troublé. Je suis un sujet, je veux être un verbe aussi. Et donc, comment accéder à l'action ? Comment accéder à l'action? Et c'est la véritable question de la jeunesse discriminée qui n'est pas éduquée comme elle le devrait. 300 000 élèves, je reviens, parce que ce dont nous souffrons, M. Duplenel a très bien dit, de l'indifférence, je mettrai le mot d'atrophie d'imagination. C'est-à-dire que pour beaucoup de gens, 300 000 élèves qui quittent les classes, c'est abstrait. Non, c'est très concret au sens où je me dis, c'est le cireur que j'ai rencontré, c'est l'enfant qui vend des Kleenex au feu rouge, c'est-à-dire il y a des visages sur cela. Et le pire qui puisse arriver, c'est l'atrophie de l'imagination où on n'imagine plus la vie des autres, où on n'imagine plus que tout comme les gens qui sont précisément dotés, comme je disais tout à l'heure, par des relais juridiques, se lèvent le matin et respirent le même air que vous. Mais c'est comme s'ils ne respiraient pas le même air que vous. L'atrophie de l'imagination fait qu'on pense que les enfants de Gaza ne respirent pas le même air que les autres. Et il y a une très belle phrase de Montaigne: je hais la pauvreté à paire de la douleur, à parité de la douleur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous soyez riche ou pauvre, vous faites l'expérience de la douleur. Mais certains ne font pas l'expérience de la pauvreté. Alors essayons de prendre comme paradigme et grille d'intelligibilité de la pauvreté, la douleur, parce que tout le monde souffre à un moment ou à un autre. Alors si on fait de la douleur le paradigme, on va pouvoir réduire un peu la pauvreté, réduire les discriminations. Chez les philosophes, il y a deux façons de voir les choses. Vous attendez le grand soir et vous dites nous allons refonder les institutions, ou bien corriger petit à petit, lutter de manière fragmentaire. Moi, je me situe plus dans cette seconde perspective, celle d'Amartya Sen, qui était très critique de John Rawls. Ce n'est pas d'une théorie de la justice que nous avons besoin, c'est, dit-il, d'une idée de la justice et d'élargir les frontières de la justice. Élargir les frontières de la justice, si je suis une femme américaine et qu'une femme soudanaise est discriminée, je n'ai pas besoin de réagir en tant que femme américaine. Je réagis par rapport à la situation de sa souffrance et de sa discrimination, et donc c'est des questions transnationales. Et élargir les frontières de la justice, c'est penser les questions transnationales de l'environnement. Il y a Dominique Bourg avec nous aujourd'hui. Essayer arrêter cette nationalisation de l'inhumain, faite en Israël, faite ailleurs, où une nation se recroqueville sur elle-même et nationalise l'inhumain avec l'aide des puissances européennes qui se sont, comme l'a si bien dit M. Buchanan, totalement décrédibilisées en armant le bras qui tue les enfants. Alors, que peut-on dire de la jeunesse aujourd'hui dans nos pays en Europe? Est-ce que, à votre avis, elle n'est pas entendue comme Ali Ben Marlouf le disait? On voit des manifestations de jeunes qui occupent des universités, mais pas seulement. On les voit manifester dans la rue. Ces jeunes, qu'est-ce qu'ils demandent, à votre avis, aujourd'hui, ces jeunes, que ce soit en France, que ce soit en Suisse aussi, puisque dans plusieurs villes de Suisse, la jeunesse manifeste aussi. À 72 ans passés, je ne vais pas me faire... ce serait justement
une erreur de penser que c'est à nous de parler à la place de ces jeunes. Non, je pense, pour vivre d'ailleurs, Mediapart, de ce point de vue, était une belle école de rééducation, puisque c'est une histoire faite avec toute une jeunesse qui a inventé ce journal et qui continue à le faire. Non, la jeunesse, elle est au rendez-vous, là. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on essaye de la diaboliser. Pour ça qu'on parle de wokisme, d'islamo-gauchisme, de séparatisme. Là, je parle au moins de nos débats en France. Hein. On met des gros mots. Vous savez, je vous écoutais attentivement et je me dis, et je suis entièrement d'accord, c'est d'un imaginaire dont on a besoin, et ce lieu, avec son lien au tout monde et au tout vivant du monde, comme dirait Édouard Glissant, nous le dit, et c'est ce qu'il plaidait, Édouard Glissant, hein, qui au fond a tenu les deux bouts, à la fois la quête de l'émancipation et la critique d'émancipation qui ont reproduit les schémas de la domination. Hein, il a dépassé Aimé Césaire et Édouard et Frantz Fanon. Je convoque quand même beaucoup, et il faut relire ce que nous ont dit à l'époque Aimé Césaire dans son discours sur le colonialisme, Frantz Fanon dans Peau noire, masque blanc, et aussi évidemment dans Les damnés de la terre. Ce sont des authentiques universalistes. C'est-à-dire, ils ne pensent pas qu'il y a de nations propriétaires de l'universel. Seul le présent fait preuve, seul le chemin vers l'autre. Et au fond, ils portent cet imaginaire que va ensuite théoriser Édouard Glissant, l'imaginaire de la relation, l'imaginaire de l'identité-relation, du refus des identités closes, du chemin vers l'autre. Et quand vous parliez d'atrophie tout à l'heure, et parfois tout ça est abstrait. C'est pour ça qu'il y a, quand vous disiez la jeunesse, et elle nous bouscule, et elle a raison de nous bousculer, comme toute jeunesse, elle a des radicalités. Si on n'est pas, quand on est jeune, si on n'est pas audacieux et radical, on est déjà très vieux. Et elle nous bouscule, parce que quand même, parlons de ce qui se passe depuis un an. Jamais n'a été fait autant d'un monde interconnecté, une guerre sans information. Cette guerre il a été décidé d'affamer un ghetto, c'est la formule du ministre de la Défense israélien, des animaux humains, pas d'eau, pas de nourriture, rien. Et ce ghetto qui est sous le contrôle de l'État d'Israël. Et en même temps, il a été décidé qu'il n'y aurait aucun regard, aucune connaissance, aucun savoir. C'est là où le journalisme est au défi. Quand l'Orient le Jour, dans la situation actuelle au Liban, fait une vidéo juste avant l'anniversaire du 7 octobre, qui dure 24 minutes, énumérant les noms des 11 000 enfants tués à Gaza. Donc, défini. Les 11 000 enfants. C'est abstrait, il faut le faire. De la même manière, nous, on a fait une sorte de tombeau, comme on disait dans l'Antiquité, pour leur donner un visage, et une histoire sur les 130 journalistes gazaouis tués à Gaza. Quelle est leur histoire, quels étaient leurs engagements, ils ont le droit aussi d'avoir des engagements, quelles étaient leurs pratiques professionnelles, quels étaient leurs rêves, quelles étaient leurs familles. Et je pense vraiment, en vous écoutant, puisqu'on parle d'imaginaire, du coup on parle d'une poésie qui soit aussi politique. Actuellement, je n'arrête pas, partout où j'interviens, de populariser, y compris dans des endroits où justement c'est la jeunesse qui nous demande de parler. Il n'aimait pas qu'on le définisse comme un poète palestinien, il était un grand poète de langue arabe, et il n'aimait pas être ramené à une identité. Je parle évidemment de Mahmoud Darwish, qui est né citoyen israélien, arabe, palestinien, israélien, qui a quitté à la fin des années 60, qui a d'ailleurs découvert la littérature mondiale en hébreu au départ, et Mahmoud Darwish, qui était un immense poète. Et il y a ce poème qui est pour moi un mantra dans les temps actuels, traduit par Elias Sambar, c'est « Pense aux autres ». Quand tu prépares ton petit déjeuner, pense aux autres. N'oublie pas le grain aux colombes. Quand tu mènes tes guerres, pense aux autres. N'oublie pas ceux qui réclament la paix. Quand tu règles la facture d'eau, pense aux autres qui têtent les nuages. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et le dernier moment, c'est quand tu penses aux autres lointains, pense à toi. Dis-toi, que ne suis-je une bougie dans le noir. Et voilà, donc on est au cœur du défi, et je trouve terrible ce qui se passe dans nos sociétés. Évidemment, la question migratoire en est souvent la propédeutique.
C'est comment on nous apprend dans les médias de masse, le débat politique, à l'indifférence aux autres, à ne pas les voir, à les invisibiliser. Et du coup, c'est une indifférence à notre propre humanité qui se construit. C'est comme ça qu'on déconstruit, y compris l'égalité des droits, on le sait tous, la question de l'obsession de l'étranger, du migrant, et le cheval de Troie de dire il y a des ayants droit et des sans droit. La mise en cause des droits fondamentaux, droit à la santé, droit à l'école, droit au logement. C'est comme ça que ça commence. Je rappelle souvent, les gens n'ont pas conscience de ça. En France, depuis 1980, nous en sommes à la 32e, je ne parle que de la dernière du début de cette année, 32e loi sur l'immigration. Ça fait 1,3 lois par an. 1,3 lois par an. Ça a résolu des problèmes sociaux, des problèmes démocratiques, des problèmes écologiques? Non. Et donc, c'est vraiment ça le souci. C'est de comment dire, j'aime bien cette phrase de Peggy, quoi. Il n'y a rien de pire qu'une âme habituée. Une âme habituée, s'habituer. Et c'est le défi, parce qu'il n'y a pas que les médias, il n'y a pas que les politiques et ce qu'ils ne font pas. Il y a nous-mêmes. Et Dieu sait si, dans le moment actuel, il faut célébrer, soutenir, approuver. Et c'est vrai qu'on en parlait ensemble, qu'il aurait dû recevoir le prix Nobel de la paix. Vraiment, toutes ces bonnes volontés du droit international, des droits humains. Donc on parlait de l'UNRWA, qui est quand même l'agence des Nations Unies, qui symbolise, au fond, comment nous avons mis notre crime, le crime européen, le crime du génocide dont ont été victimes les Juifs d'Europe, nous l'avons jeté, comme on se débarrasse d'un manteau de poussière sur les épaules de notre peuple, le peuple palestinien, puisque l'UNRWA a été créé pour gérer un peuple de tentes, un peuple de réfugiés. Et nous sommes au cœur de cela. Nous n'avons pas fini le travail. Nous n'avons pas fini le travail de ce moment de lucidité de 1945-48, la Cour internationale de justice, la Déclaration universelle des droits de l'homme, la reconnaissance de l'État d'Israël à ce moment-là. Mais nous n'avons pas fini le travail pour aller jusqu'au bout de la remise en cause de qu'est-ce qui avait produit cette catastrophe européenne. C'est l'obsession de puissance, donc la logique coloniale, la logique impérialiste. Hannah Arendt, pour ne citer qu'elle, a bien documenté comment le nazisme était un impérialisme colonial à l'échelle européenne. Et nous n'avons pas, je voudrais insister, j'en parle dans le livre, et c'était pour moi un symbole très fort que ce soit l'Afrique du Sud qui vienne frapper à la porte de la Cour internationale de justice. Parce qu'en 1948, quand je dis nous n'avons pas fini le travail, c'est l'année où, dans notre modernité, issue de notre histoire coloniale européenne, au sud de notre planète, en Afrique du Sud, le régime afrikaner invente l'apartheid. L'apartheid la réglementation, le régime d'apartheid naît en 1948. C'est un mot en partie de langue française. Il y a le apart français en afrikaner dans ce mot. La séparation. Colored, white people, et ainsi de suite. La séparation. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans un moment, parce que nous n'avons pas fini le travail, je vais l'expliquer, de retour de cet imaginaire de l'apartheid. Retour des murs, retour de la séparation, retour d'idéologies criminelles qui, y compris, contaminent l'origine ne protège de rien. Le président tunisien actuel a repris l'idéologie criminelle du grand remplacement contre l'immigration subsaharienne dans un racisme vis-à-vis des populations noires africaines. Encore une fois, l'origine ne protège de rien, c'est à chaque fois qu'on a rendez-vous avec nous-mêmes et avec notre relation à l'autre. Le grand remplacement, c'est la version criminelle, mais l'apartheid, c'est l'idée je ne veux plus voir l'autre. Au fond, et il faut que nous n'oublions jamais sur notre continent un génocide, puisque le crime de génocide et le crime contre l'humanité sont juridiquement inventés après 1945. Un génocide qui a différentes formes. Il y a la version industrielle qui a été les chambres à gaz nazies, précédée de la Shoah par balle. Il y a la version rwandaise avec les machettes et le transistor dans une main de la propagande de Radio Mille Collines qui traite les Tutsis de cafards. Et puis de l'autre côté, on va tuer ses voisins à coups de machette. Et puis il peut y avoir des bombes, il peut y avoir toutes sortes d'autres techniques. En revanche, tous les génocides, toutes les tentations génocidaires, tous les engrenages génocidaires
ont le même point de départ, et qui est à chaque fois historiquement documenté, c'est le désir de ne plus voir l'autre. Et je rappelle toujours, et c'est oublié, que le régime nazi, avant de passer à la Shoah industrielle, a étudié, et c'était une suggestion d'un ministre français de la Troisième République après Munich, qui lui a dit « Vous avez raison, il y en a trop ». En l'occurrence, c'était des migrations juives pauvres d'Europe centrale, venues des shtetl, et qui pensaient heureux comme Dieu en France, liberté, égalité, carte d'identité, etc., et qui arrivaient en France. Et ce ministre, qui est mort dans son lit après tout ça, Georges Bonnet, un radical socialiste, dit à Ribbentrop, le ministre nazi des Affaires étrangères, il lui dit, c'était à la fin de 1938, vous savez, on a une très grande île. On a une très grande île, parce que c'est ça le colonialisme. Hein. On possède, on dépossède, on possède. Ça s'appelle Madagascar. Il n'y a pas toujours l'imaginaire, il n'y a pas beaucoup de monde. Hein. Toujours l'idée, une terre sans peuple, un peuple sans terre. Ça accompagne toujours l'imaginaire colonial. Hein. Les autres ne comptent pas. Et du coup, il lui vend ça. Et d'ailleurs, c'est dans le film qui a été fait de reconstitution de la conférence de Wannsee, vous le voyez, ils étudient d'abord le plan Madagascar. C'est-à-dire l'idée de on va les faire partir. C'est-à-dire quand vous entendez aujourd'hui des logiques, y compris de régimes apparemment démocratiques, on va les faire partir en Grande-Bretagne, on va tous les envoyer au Rwanda, on va tous les rechasser dans le désert et tout, il ne faut jamais oublier que cette logique-là, elle est historiquement, potentiellement criminelle. Je vais juste dire un petit écho, c'était très fort ce que vous avez dit sur les sites classés de l'UNESCO. Elias Sambar, s'il était là, aurait dit oui, la bataille sur les sites classés en Israël et Palestine, c'est une autre histoire par rapport à la Terre Sainte et à la rencontre des monothéismes dans ce lieu, puisque ça se passe par l'archéologie souvent. Mais ce que vous avez dit me rappelle quelque chose que j'évoque dans ce livre. J'ai oublié le nom de ce chercheur qui a documenté ça. Nous aimons, pour certains, parce que nous projetons sur le monde, nous avons tous les droits, de nous balader. Et nous aimons parfois, moi j'ai jamais fait ça, mais peut-être certains d'entre vous, il n'y a pas de mal à aller voir la belle nature sauvage en Afrique. Et il a documenté comment il y a une poursuite de l'imaginaire colonial derrière ces grands parcs naturels qui sont faits en Afrique. Il a documenté très techniquement comment ces grands parcs, où on est content d'aller voir une nature sauvage, c'est une nature sans hommes. Et c'est une nature dont on a chassé les hommes, dont on a créé du coup d'autres inégalités, d'autres misères, etc. Pour que nous, en tant que touristes, on aille bien voir des beaux safaris, etc. et faire de belles photos. Bref, on est d'accord à 1001%. Alors, je vais vous faire réagir tous les deux. Vous avez évoqué la Palestine. Comment est-ce que vous expliquez la position des pays non seulement européens, mais aussi des pays arabes par rapport à la Palestine et à ce qui se passe aujourd'hui? Peut-être Ali Ben Mahlouf, si vous voulez bien réagir. Je veux bien réagir en reprenant quand même le fil de votre question par rapport à ce qui a été dit sur 1948, oui. Le moment où la Déclaration universelle des droits de l'homme utilise dans son considérant, je crois que c'est le 7e, le mot de famille humaine. Après la dislocation que fut la Seconde Guerre mondiale, il fallait refaire famille humaine. Je trouve que ce mot est très fort, de famille humaine. Être membre Platon aurait appelé ça un mensonge pieux, c'est-à-dire vous n'êtes pas de ma famille de sang, mais nous sommes de la même famille. On va dire comme si nous étions de la même famille. Utiliser le mot famille pour précisément l'humanité, faire famille humaine. Il y a un paradoxe, je viens de votre question, mais je pars d'un peu plus loin. Il y a un paradoxe sur le droit international. Moi, je crois au droit international. Il faut le droit international. Delmas Marty, la grande professeure au Collège de France qui nous a malheureusement quittés il y a peu, parlait d'un univers de papier, mais qui est très important. Cet univers de papier, quand on le prend sur quand même 80 ans maintenant, de 48 à maintenant, vous avez
la Déclaration universelle des droits de l'homme, vous avez la Convention de 51 de Genève, vous avez les droits civiques et politiques de 66 de l'ONU, vous avez la Déclaration africaine de 81, vous avez la Cour pénale internationale. Quand vous vous situez sur le long cours, vous vous dites le droit international a progressé. Maintenant, justement, c'est un peu comme la jeunesse que vous avez dit, la jeunesse, c'est parce qu'il progresse qu'on trouve que c'est insupportable. On le bouscule, et on le bascule par justement les politiques autoritaires, les nationalisations de l'inhumain, etc. Mais moi, je crois à cette petite étincelle, pour reprendre votre expression, qui est la bougie dont vous avez parlé. C'est une expression chez Freud. On peut mettre, la période était noire, justement, à l'époque de Freud, 39, on peut mettre toute une salle sous obscurité, mais s'il y a une bougie, elle va quand même donner un peu de lumière. Il faut parler au sens de cette bougie qui donne un peu de lumière. Alors moi, le paradoxe du droit international, c'est qu'effectivement, il a beaucoup reculé. Pour la Palestine, comment il a reculé? 1967, il y a quand même 22% du territoire reconnu aux Palestiniens et 78% aux Israéliens. C'est ça qui devrait s'appliquer. Et puis depuis 68, il est bafoué. Depuis 68, il est bafoué. Mais ce n'est pas parce qu'il est bafoué qu'il n'existe pas, il donne plus de raisons pour le rétablir. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un droit, qu'il soit international ou pas international, plus les droits sont bafoués, plus il donne des raisons pour les sauver. Pas pour dire, ben vous voyez la réalité. C'est affreux de dire, l'aristocratie de la réalité contre le droit, c'est pas possible. Plus précisément le droit est bafoué, plus on a de motifs pour le rétablir. Et donc la Palestine, c'est 1967. Mon étonnement, en Europe d'abord, parce que les États arabes, vous avez raison, cela dit, c'est quand même pas eux qui arment Netanyahou, quand même, il ne faut pas les comparer complètement à ce que fait l'Europe et la présidente du Parlement français, scandaleusement, a encore dit il ne faut pas désarmer Israël. Madame, vous êtes un poste de responsabilité, présidente de l'Assemblée nationale française, qu'est-ce qui se passe? C'est Biden, c'est l'Europe, c'est le chef du gouvernement allemand qui arme tous les jours, c'est-à-dire qui massacre tous les jours ce droit international, qui massacre tous les jours ce droit international, il y a des choses toutes simples, et toutes simples. Pourquoi on ne parle jamais de la colonisation de la Cisjordanie? On ne va pas parler de Gaza. Elias Sambar, votre ami, j'ai eu le grand plaisir de modérer une table ronde quand vous avez fait cet ouvrage ensemble, notre France au Maroc, il y a une dizaine d'années. Et Elias Sambar dit, mais arrêtez de parler de Gaza seulement. Gaza, maintenant, c'est le cache-misère, c'est vraiment le cas de le dire, de ce qui se passe en Cisjordanie, où la colonisation non seulement s'arrête, mais s'accélère. S'accélère. À côté de cela, aucun État européen, américain qui finance l'État d'Israël aujourd'hui ne parle de la colonisation de la Cisjordanie. Ce silence est tout simplement impossible. Il faut commencer par parler de cela. Et par des choses toutes simples. 700 000, 800 000 colons en Cisjordanie. Mettons-leur un visa quand ils veulent quitter pour aller en Europe et aux États-Unis. Tout Palestinien qui vit en Cisjordanie ne peut quitter la Cisjordanie que par un visa. Alors mettons à tous les colons israéliens de Cisjordanie, je ne parle pas d'Israël en général, les colons israéliens, les 700 000, mettons-leur un visa. Ça c'est tout simple. Vous riez nerveusement certainement. Alors les États arabes. Les États arabes, on ne peut pas tout mettre dans le même sac. L'Égypte, la Jordanie, si les gouvernements suivent leur opinion publique, demain, les États-Unis leur coupent le souffle, vous n'avez plus de quoi manger. Donc ils sont sous perfusion américaine. Ça, c'est deux États sous perfusion américaine. Les États qui n'ont aucune excuse parce qu'ils sont riches, les États arabes unis, l'Arabie saoudite. No excuse, no justification. Ça, c'est pas possible que ces États, précisément, mais leur propre culture non démocratique fait que pour eux, comme le dit si bien Elias Sambar, pour eux, les Palestiniens ne comptent pas. Pour eux, je le dis, les Palestiniens ne comptent. Et il y a d'autres États, comme le Maroc, moi, j'exprime la honte
que le Maroc, depuis les accords d'Abraham en 2020, j'exprime ma honte vis-à-vis de son silence. Alors, l'Europe est divisée, puisqu'il y a certains pays qui ont reconnu la Palestine en tant qu'État. Aujourd'hui, donc vous parlez aussi d'armée Israël. Aujourd'hui, je crois, le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, a dit effectivement qu'il fallait arrêter d'envoyer des armes à Israël. Comment vous expliquez aujourd'hui la position de certains pays européens? Est-ce qu'on peut parler de mauvaise conscience par rapport à ce qui s'est passé comment vous expliquez ce double standard? Et pas seulement l'Europe, mais aussi les États-Unis et d'autres pays occidentaux. Je vais vous répondre, mais d'abord je voudrais saluer ce qu'a dit M. Ben sur vraiment la honte. Et c'est une honte qu'on peut partager d'une autre manière, nous-mêmes. Hein. Et c'est parce que tout ça est lié, c'est-à-dire que toutes ces logiques-là entraînent aussi des logiques autoritaires. Ce téléphone a eu droit au logiciel Pegasus d'origine israélienne par la monarchie marocaine. Donc c'est une des conséquences indirectes de tout cela. Voilà, pour ça. Bon, mais je veux dire, pour moi c'est anecdotique, pour d'autres ça a été autrement grave. Parce que je pense que je vais répondre à la question qui a été posée sur les pays arabes et je vais venir à l'Europe. Je suis entièrement d'accord avec tout ce que vous avez dit et toutes les précisions et les différences, et sachant que le grand scandale, c'est évidemment du côté des monarchies et des émirats pétroliers. Je vous rappelle que dans la foulée du 7 octobre, il y a cette grande réunion à Riyad, cette grande mise en scène, où d'ailleurs même le président iranien vient, et ils ne vont rien faire. Ils ont l'arme du pétrole, ils ont l'arme du gaz, ils ont l'arme des investissements et des fonds d'investissement. Ils ont toutes sortes d'armes qu'ils pourraient utiliser. Et ça concerne d'ailleurs aussi la Turquie, qui est de l'autre côté. Et tout ça dans une sorte de cynisme généralisé, ils ne le font pas. Donc c'est un succès. Voilà, ils n'utilisent pas ce que eux peuvent faire. Je suis entièrement d'accord sur la première responsabilité. Elle est du côté de ceux qui arment l'armée israélienne et qui en paieront le prix un jour ou l'autre. La justice internationale arrivera. Elle arrivera. Al Jazeera a encore fait un très bon documentaire, documentant, en identifiant par les vidéos de soldats les crimes contre l'humanité qui accompagnent cette déclaration du ministre israélien de la Défense. Ce sont des animaux humains. S'ils sont des animaux humains, les Palestiniens, tout est permis. Tout est permis. Cette phrase est une phrase qui donne le feu vert à ce qu'on voit, et ce documentaire d'Al Jazeera qui identifie les soldats, dont certains sont les binationaux. Tout ça, on sait tous que normalement les mandats d'arrêt de la CPI devraient déjà être en route. Simplement les pressions de ces puissances, depuis que le procureur les demande. Il faut rappeler, on ne le sait pas, mais du côté, ça c'est la CPI, mais du côté de la CIJ, l'intitulé de la décision de la CIJ sur Poutine et la Russie et l'Ukraine et sur Gaza et Israël est le même. Vous avez deux intitulés similaires. Et dans un cas, sur le cas de Poutine, c'est juste sur un crime qui est notamment la déportation des enfants. Immédiatement, sanction, tout a été fait. Dans l'autre cas, il y a une liste autrement abondante, rien n'a été fait. Et cette honte, cette abomination qui fait que nous avons de nos gouvernements, ils en paieront le prix. Alors, sur les régimes arabes, il y a quand même autre chose que je voudrais dire en témoignage personnel. J'ai grandi ma jeunesse en Algérie, après les Antilles, mon pays de naissance. En 1967, je suis à Alger, et je suis toute cette effervescente de l'après 67. Et puis, dans mes premières études que je commence à la faculté d'Alger, je fais un comité un peu semi-clandestin de soutien sur la question de la Palestine. À l'époque, je suis d'une génération qui tient les deux bouts, c'est-à-dire la légitimité de la cause palestinienne par rapport au droit, l'égalité, et en même temps la lucidité critique sur ce que nous appelions dans notre langage de jeunesse les bourgeoisies arabes.
C'est-à-dire des régimes qui, au fond, je le dis brutalement, soutiennent la cause palestinienne comme la corde soutient le pendu, comme un dérivatif pour leur peuple, hein, comme on utilisait l'Alsace-Lorraine comme horizon. Ben, voilà, donc mobilisez-vous là-dessus et vous ne nous embêterez pas sur ce que l'on fait en réalité. L'Algérie est un peu à part dans sa permanence de soutien à la cause palestinienne, mais néanmoins, il y a de cela, hein, il y a de cela, de régimes qui... Parce que la question de la Palestine, et je pense que quand nous ne serons plus de ce monde, on continuera à en parler comme cela. On a fait un débat une fois avec Elias Sambar sur de quoi la Palestine est-elle le nom. Je pense qu'elle est vraiment un caillou dans la chaussure du monde. Hein, par voilà, ce peuple qui est un peuple qui est lui-même un peuple migrant, qui est un peuple en diaspora, qui est un peuple ouvert au monde, qui est un peuple d'une très, très grande particularité, richesse, qui n'est pas assigné à résidence, et qui du coup l'est encore moins depuis tout ce qui lui est arrivé. Eh bien, ce peuple dit au monde et renvoie un imaginaire, j'ai cité Glissant tout à l'heure, hein, qui est un imaginaire de l'interdépendance des humanités. Je me méfie un peu du mot famille, mais j'entends ce que vous avez voulu dire par rapport à ce qu'a écrit René Cassin à l'époque, le rédacteur de cette déclaration universelle. Mais il est évident qu'il y a la Palestine comme métaphore, hein, c'était le titre d'un recueil en prose de Mahmoud Darwish. La Palestine dit au monde, et elle dit au monde aussi, qu'est-ce que c'est que reconnaître l'autre ? Parce qu'il peut y avoir une condescendance dans la reconnaissance de l'autre, il peut y avoir une fraternité, condescendance qui ne reconnaît pas, c'est le thème de votre livre, l'autre comme tel, hein, qui ne fait pas le chemin, comme disait Édouard Glissant, en fait, je change et changeant avec l'autre sans me perdre ni me dénaturer pour autant, mais surtout, en fait, je me connais moi-même en allant vers l'autre. C'est l'autre qui me révèle à moi-même. Ça veut dire que je ne dois pas être dans une sorte de pitié, de complaisance. L'autre, il est en tant que tel, ce que disait Édouard en parlant y compris de l'opacité, accepter la part d'opacité de l'autre, hein, la part d'énigme de l'autre. Je m'égare un peu, mais je pense qu'on est au cœur aussi de tout ce que bouscule cette histoire, qui est quand même éminemment tragique, et nos gouvernants, j'en viens, ne sont évidemment pas au rendez-vous d'eux-mêmes, et le monde le voit. Alors, il y a quelque chose qui devrait nous interroger. Pourquoi l'Espagne, le Portugal, puisque Guterres est le secrétaire général des Nations Unies. Je vous rappelle que dans ce monde du droit international, il est aujourd'hui banni par l'État d'Israël. Le secrétaire général des Nations Unies, banni par un État membre. Guterres est portugais. L'Espagne est en pointe et avec de très fortes mobilisations et en pointe dans son gouvernement pour la reconnaissance. Et cet acte diplomatique qu'aurait dû évidemment faire la présidence française depuis longtemps, qu'aurait dû faire l'Union européenne, qu'elle devrait acter. Alors, il y a une question, je l'ai dit tout à l'heure, qui est cette façon dont on s'est débarrassé de notre propre culpabilité. L'exemple le plus flagrant, c'est évidemment les gouvernements allemands. Quand on entend l'Allemagne dire que le soutien à Israël relève de la raison d'État, il n'y a rien de terrible. C'est comme le soutien inconditionnel, on est revenu au moment de l'Union soviétique, hein, et Dieu sait si ça a fait des chagrins politiques dans la gauche. Il n'y a pas de soutien inconditionnel, sinon l'aveuglement. Il n'y a de soutien que critique, il n'y a de soutien que lucide, et la raison d'État, c'est créer un dogme, c'est terrible, et c'est au fond rentrer dans une logique où toute fin justifie les moyens, et n'importe lesquels. Ça a donné, on revisitera ça quand même, ça a donné dans le débat français, dans des émissions, des débats terribles où des gens ont essayé de gloser sur le fait que c'était différent un militant du Hamas qui tue des enfants, des civils, que des bombes qui tuent des enfants. Et que la mort pour l'enfant n'est pas la même. Que dans un cas, c'est l'humanité qui tue l'enfant par humanité. Et dans l'autre cas, c'est la barbarie qui tue l'enfant. Vous trouverez facilement la personne qui emblématiquement a fait cela, et Caroline Forest, qui se prétend défenseuse qui trahit pour moi les causes féministes qu'elle prétend défendre. Et c'est terrible, c'est-à-dire que c'est une
pédagogie de l'inhumanité, hein, du dommage collatéral, c'est-à-dire de ne pas penser contre nous-mêmes. Je rappelle Albert Camus, quand il y a les deux bombes, enfin entre les deux bombes atomiques dans Combat, il fait un éditorial, lui qui est résistant, et Combat est issu de la résistance, et il dit notre humanité a atteint son dernier niveau de barbarie par rapport à l'idée d'exterminer toute une population. Alors, il y a tout cela, il y a l'histoire de l'empreinte du génocide et comment on se débarrasse de notre faute, l'imposture j'en ai parlé dans le livre, de l'invention d'une civilisation judéo-chrétienne pour oublier notre part d'islam, notre part de l'Andalousie, la Yougoslavie, un islam d'Europe qui nous le rappelait en Bosnie et ainsi de suite. Mais il y a autre chose, et c'est vraiment mon propos, qu'est l'imaginaire colonial. Le livre, pour que vous compreniez, Le Jardin et la Jungle, part d'un discours du commissaire européen aux affaires étrangères il y a 2 ans, qui pourtant est un socialiste, un social-démocrate pontin, M. Joseph Borrell, et qui dit aux diplomates européens, alors c'était 1 an avant Gaza, il dit, avant le 7 octobre et la suite Gaza, il dit l'Europe est un jardin, un joli petit jardin, tout fonctionne, mais tout autour c'est la jungle menace d'envahir le jardin. Alors comme c'est un social-démocrate, il ne veut pas construire des murs avec des barbelés, et il dit du coup il faut que les jardiniers européens aillent se projeter dans la jungle. C'est un imaginaire colonial, c'est un imaginaire de puissance, et évidemment, il se mord les doigts depuis ce discours est fracassé. Monsieur Lavrov, figure de la diplomatie soviétique avant d'être diplomate russe, aujourd'hui s'en est régalé et aux Nations Unies. Il a pris ce discours en disant aux autres nations, mais regardez comment il parle de vous, regardez ce discours colonial. Ce qui est le but de la puissance russe, c'est de fédérer le ressentiment du monde, de fédérer dans des logiques de puissance, de pays, de régimes identitaires où chacun chez soi et on ne se dérange pas, etc. Donc derrière, il y a la question coloniale. Et je suis trop long, mais nous le vivons en France par le fait que dans cette même année, par l'irresponsabilité de notre pouvoir politique, la question coloniale revient en force en France même. C'est la Nouvelle-Calédonie, un président a mis à bas tout un processus de décolonisation. Du coup, évidemment, tout de suite, il y a des morts, parce que la répression, elle est tout de suite comme ça dans le monde colonial. Donc c'est la Kanaki Nouvelle-Calédonie. Et depuis, vous voyez la suite. Aujourd'hui, c'est le cas dans mon pays d'enfance, la Martinique, c'est une économie coloniale. Je dis, et ça dérange beaucoup en France, je le rappelle, la France est le dernier empire colonial direct. C'est la dernière puissance, et c'est peut-être la différence avec, je dis souvent qu'il faut taper sur la tête des grands peuples qui sont prétentieux. L'Espagne, elle a dû perdre il y a longtemps son empire. Le Portugal, ça a été plutôt une révolution démocratique qui lui a fait perdre son empire. L'Italie l'a perdu avec le nazisme. L'Allemagne l'a perdu en 2018, puis après en Europe, après la défaite du nazisme. La France, elle se maintient dans cette idée qu'elle est glorieuse en ayant son drapeau sur tout le monde entier, en ayant ainsi le 2e domaine maritime du monde, derrière les États-Unis. Et vous voyez bien comment c'est une gangrène, comme on le retrouve dans le débat culturel français. La France est une Amérique de l'Europe, elle devrait l'assumer. Elle l'est dans la constitution de son peuple. Elle est faite de migration de partout, depuis tout le temps. Alors que les autres pays européens, y compris l'Allemagne, ont été des pays d'émigration, de projection au XIXe siècle pour l'Allemagne, et évidemment l'Italie, l'Espagne, l'Irlande, le Portugal. On devrait dire aujourd'hui, la France devrait vivre dans le monde aujourd'hui en se proclamant une nation multiculturelle. Assumer sa diversité, assumer sa pluralité. Cet imaginaire colonial l'en empêche. Et donc, ma réponse, c'est que nous avons une butte témoin à défaire, parce que Israël, et vous avez eu raison de rappeler ce moment fondateur de 67, ce qui explique la perdition aujourd'hui d'Israël, la naissance d'une extrême droite raciste israélienne, suprémaciste juive, c'est le poison du colonialisme. Comme disait plutôt Césaire, qui disait au bout du colonialisme, il y a Hitler. Parce que le colonialisme, c'est un engrenage où vous finissez par barbariser l'autre, vous prétendez le civiliser, et c'est en fait vous qui barbariser l'autre, vous devenez barbare.
Et au bout de toute colonisation, il y a l'extermination. Au bout de toute colonisation, il y a Hitler. Il faut vraiment relire ce texte formidable, écrit dans une langue superbe d'Aimé Césaire, qui nous dit ça. Alors, vous aimeriez réagir. Tout à l'heure, on va donner la parole au public, mais je vous en prie. Oui, puisqu'on a beaucoup parlé d'imaginaire colonial, de l'imagination, de l'atrophie de l'imagination, du pouvoir de l'imagination. 4 références littéraires qui vont dans le sens de ce pouvoir d'imagination. Aimé Césaire, ce discours sur le colonialisme qu'il a publié en 1957, il a cette phrase magnifique: un humanisme à la mesure du monde. Un humanisme à la mesure du monde. Première version, en effet, quelqu'un a dit à bas mot 52 quand il était encore communiste. Et puis après, il le modifie et c'est présence africaine. Et d'ailleurs, il y a un petit détail sur le lien du monde, c'est Mario de Andrade, qui est un poète qui a été une figure de la lutte anticoloniale angolaise, en Angola, du MPLA, qui est la petite main à présence africaine. Alors, ça devait être une expression qui courait beaucoup parce que dans son discours inaugural au Collège de France, Lévi-Strauss aussi l'utilise. Il faut sortir de l'humanisme étriqué pour un humanisme à la mesure du monde. Donc, véritablement, c'était quelque chose qui se faisait beaucoup. 3 autres références, rapidement, littéraires, parce que je crois au pouvoir de la littérature. Comme cela a été dit ce matin dans une très très belle table ronde avec Rabbi Yamnati. Seconde référence, vous l'avez cité 2 fois, vous avez eu raison, et combien raison, Mahmoud Darwish. Mahmoud Darwish, le passage que vous avez lu est extraordinaire. Il a toujours associé dans sa poésie le cosmique, le politique et le poétique. Ça, c'est extraordinaire. Il y a les arbres, il y a le sol, il y a toujours les plantes, il y a toujours. Et vous avez parlé justement de la métaphore Palestine comme métaphore pour lui-même, pour donner une réalité à la Palestine. Il prend comme image l'Andalousie et il dit cette phrase superbe: l'Andalousie, ici ou là, où existe-t-elle? Est-ce en réalité ou dans les poèmes? Et en pensant la Palestine, ici ou là, dans la réalité ou dans les récits que nous pouvons en faire. Je trouve que c'est vraiment très très puissant. Un de mes collègues à l'Illinois University, l'Illinois, j'ai des problèmes avec les noms. Merci, Erika Dehoud a mis ce passage de Mahmoud Darwish dans le titre de son ouvrage sur l'Andalousie, et il décline toutes les formes d'appropriation de l'Andalousie aujourd'hui pour lutter contre les discriminations. Et il a un chapitre sur la Palestine, et à chaque fois qu'il est invité aux États-Unis, on lui dit: on vous invite pour votre ouvrage, mais vous ne mentionnez pas le chapitre sur la Palestine. Ce qu'il fait, bien entendu. Non, il refuse l'invitation, on n'y va pas. Donc j'ai cité Aimé Césaire, j'ai cité Mahmoud Darwish, je citerai 2 prix Nobel. Le prix Nobel égyptien Najib Mahfoud. En 1988, vous relisez le passage, vous avez l'impression qu'il a écrit aujourd'hui. Il fait une adresse finale dans son discours, il n'a pas pu se déplacer, mais on l'a lu pour lui. Cessez, il s'adresse à Stockholm, cessez-vous, peuple occidental, de voir Gaza en spectacle, de se donner Gaza en spectacle, parce que c'est un redoublement de la cruauté quand la cruauté est mise en spectacle. Et je m'adresse, dit-il, au peuple d'Israël en leur disant: ne sacrifiez pas votre belle tradition hébraïque par le travail que vous êtes en train de faire. Aimé Césaire, Mahmoud Darwish, Najib Mahfoud, et pour finir, Wole Soyinka au Nigeria, il a, dans son discours aussi qu'il adresse à qu'il dédie à Nelson Mandela, parce que c'est avant 93, quand je crois qu'il a eu le prix Nobel en 86, et il dit cette chose extraordinaire sur la déshumanisation de l'autre dont vous avez parlé, le fait qu'il est débarbarisé, et j'en parlerai demain sur l'humanité des autres, parce que c'est tout un chapitre que j'utilise, qui est consacré à cette question. Mais Wole Soyinka, il dit: je connais un africaneur repenti, un africaneur qui un jour se réveille
et dit « Mais c'est affreux que je participe à ce pouvoir colonial ». Et il raconte, c'est magnifique, il raconte comment il a été nourri au biberon du colonialisme. Et ce biberon, dit-il, c'est que pour moi, je ne voyais pas les Sud-Africains noirs comme des êtres humains. Je les voyais comme appartenant au paysage, comme les plantes et les arbres. Et un jour, je me suis dit, ce sont les êtres humains. C'est-à-dire que vous pouvez grandir, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qui fait que it lasts, que ça dure, le colonialisme, les sociétés, la société israélienne, qu'est-ce qui fait qu'elle dure dans cela? C'est que pour elle, les Palestiniens, c'est du ciment, de l'arbre, ce ne sont pas des êtres humains. Alors, il y a quelques personnes en Israël, heureusement, comme Abraham Bourg, comme Shlomo Sand, qui sont pour, effectivement, le dialogue. 90% sont pour affamer Gaza. Oui. C'est vrai. Alors, le maître des horloges me dit qu'il est temps maintenant de vous passer la parole, mesdames et messieurs. Comme ces deux messieurs étaient pratiquement d'accord sur tout, on va voir si vos questions vont faire en sorte qu'on trouve effectivement des petits points de désaccord. À vous la parole, mesdames et messieurs. Alors, mettre mes lunettes pour voir si tout là-haut on a des questions. Qui se lance pour la première question? Voilà, madame. L'ONU est censée nous protéger des guerres, nous assurer la paix. On sait depuis le début que c'est une émanation de l'Occident, que les 7/8 du monde ne sont pas représentés, quand l'Inde d'un milliard 300 millions, il n'y a pas d'importance, alors que la France de 80 millions a une voix au Conseil de sécurité quand la réforme de l'ONU. Ça fait, tout le monde pose cette question, elle n'a rien d'original et il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de volonté quelque part de réformer. Ou alors ça nous échappe parce que les puissants de la réforme. Moi, je suis du côté de ce que vous citiez en parlant de Mireille Delmas-Marty. C'est des papiers importants. D'ailleurs, actuellement, il y a un pédagogue et propagandiste du droit international qui s'appelle Yohann Soufi, je crois qu'il vit à Genève, qui est formidable. Et j'ai fait un débat avec lui, on ne me dire pas, en juillet. Il faut brandir ce droit. Et l'ONU, de ce point de vue, je vais revenir sur la réforme, quand c'est l'Assemblée générale, le monde est là, et le monde vote. Et le monde vote bien. Et il vote, y compris sur... Voilà, les principes sont défendus, y compris d'ailleurs des votes par des États qui, eux, violent par ailleurs pour leur propre population le droit. De ce point de vue, vraiment, la CIJ est bilingue anglais-français. Et c'était formidable d'aller voir, je ne comprends pas l'anglais, d'aller voir, écouter, suivre les auditions et les plaidoiries. Parce que vous aviez ce monde du droit international venu du monde entier, y compris de régimes qui ne sont pas forcément démocratiques. Je me souviens des deux avocates, l'une était britannique de formation, et l'autre probablement à l'accent, et l'autre américaine probablement de formation, qui représentaient l'une le Koweït et l'autre l'Égypte. Ça a été les meilleures plaidoiries. C'était des plaidoiries formidables. Donc c'est une culture commune. Le monde nous regarde. Hein. Le monde nous regarde et il est là et il avance. C'est pour ça que je disais, il y a un vieux monde. Donc le problème de l'ONU, vous l'avez dit, c'est pas que l'ONU n'existe pas, c'est le problème de ce Conseil de sécurité et du droit de veto. Et c'était des pistes que Chomigui et Jean-Paul Massalou a aussi prolongé cette piste qu'il y avait chez Mireille Delmas-Marty. C'est comment on va dissocier... Et c'est peut-être ce qui est devant nous, plus tard, après quelques catastrophes et d'autres montagnes de cadavres, dissocier l'ordre international, l'ordre juridique international, des États-nations. C'est un peu, entre nous, ce que l'Europe a tenté de faire. Hein, et c'est le problème sur lequel elle bute un peu aujourd'hui. C'est-à-dire comment faire une interdépendance internationale qui ne soit pas ramenée au veto des États-nations. Qui ne soit pas ramené à l'empêchement par les États-nations. Et ça, c'est une étape suivante. Il faut bien voir que ce qui unit actuellement tous les adversaires de ce que nous disons aujourd'hui, et la Bible existe, hein, c'est un livre d'un Israélo-américain qui s'appelle Yohann Hazony, c'est la Bible, c'est le livre de chevet de M. Orban,
comme des néoconservateurs américains, comme de Netanyahou, comme de Milley. Ça s'appelle Vertu du nationalisme. En français, ça a été traduit, préfacé par un publiciste d'extrême droite, l'avocat Gilles William Goldnadel. Et c'est très simple, hein. C'est le retour à l'idée qu'il n'y a qu'un seul droit, qui est le droit des peuples, des nations et des États. Il n'y a pas de droit au-dessus. Et c'est le retour, donc, à un ordre qui est sans règles internationales, sans droit international, avec toute une tradition intellectuelle derrière. On peut remonter à Joseph de Maistre, l'inégalité naturelle, à Herder, la vision qui présidait de cette figure du romantisme allemand, qui est l'idée du droit des nations. Les nations. Il n'y a qu'un droit qui est le droit des nations. Et évidemment, dans notre monde, ça revient à dire le droit de mon peuple, hein, et ce qui est juste, c'est ce qui est bon pour mon peuple. Alors cette phrase très simple, c'était une phrase d'Hitler. Juste en complément pour vous répondre, qu'est-ce que je peux faire moi à mon niveau de membre du monde académique? Prendre à la lettre ce que Mireille Delmas-Marty nous a laissé comme programme. C'est pas un hasard que ce soit deux femmes qui s'occupent du droit international, me semble-t-il, Monique Chemillé-Gendreau et Mireille Delmas-Marty. Chemillé-Gendreau. Et Delmas-Marty dit qu'il faut d'abord commencer par archiver toutes les traditions non européennes du droit. C'est bien. C'est-à-dire que même la Déclaration universelle des droits de l'homme, elle est faite uniquement à partir du corpus européen. C'est un vrai problème. Le député chinois a eu juste la possibilité de souffler à René Cassin, d'ajouter à l'article 2, je crois, ou 1, je ne sais plus, les hommes naissent tous égaux en raison, et sont tous doués de raison, et le député chinois a ajouté et de conscience. Et la conscience, quand vous relisez le début de la déclaration, a été ajoutée par le député chinois. Donc, les ajouts, comme dirait Montaigne, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, j'ajoute, je ne corrige pas. Il ne s'agit pas de corriger, mais d'ajouter. Et cette déclaration est belle, mais à l'époque, la majorité des pays étaient colonisés. 2 pays ne l'étaient pas du monde, dit-on, du Sud, le Pakistan et l'Arabie Saoudite. Ils ont mis un veto sur la déclaration universelle des droits de l'homme. D'autres questions? D'autres questions? Sinon, est-ce que je peux vous poser à tous les deux une question en attendant que peut-être une autre personne décide? Ah ben voilà, très bien. René Pierre. Ah, mais attends, il est voilà, 5 minutes parce que peut-être que nos deux intervenants pourront jeter un coup d'œil à cette magnifique exposition avant qu'on reprenne le bus. Est-ce qu'on a quelques minutes au moins? Alors, je pense qu'au rythme où ça va, si on fait une petite conclusion de l'entretien par chacun des intervenants, faisons ça. On aura largement le temps d'arriver au timing. Parfait. Très bien. Alors, le maître des horloges vous donne la parole. Ali, est-ce que vous voulez avoir un mot de conclusion? Et ensuite, on se trouvera avec lui. Un mot de conclusion, c'est un peu difficile. On a ajouté beaucoup de choses. Moi, je trouve la formule est excellente de la conversation. Parce que on dit beaucoup de choses plutôt que sous la forme du monographique où par exemple Edwy Plenel aurait fait un discours de 20 minutes et moins 20 minutes. Là, grâce à vous, Louisa Valin, nous avons véritablement abordé beaucoup de questions l'air de rien par la conversation. J'y crois beaucoup. J'ai écrit un livre qui s'intitule La conversation comme manière de vivre. Nous avons besoin de ce type de conversation. C'est vrai, elle était assez homogène, quoique parfois on ne parlait pas des mêmes choses. Vous avez plus sollicité M. Edwy Plenel sur l'Europe et moi plus sur les pays arabes, donc on ne parlait pas toujours des mêmes réalités, mais heureusement qu'il y a par moments un peu de convergence. Je veux juste dire que combien le débat est important. Combien, alors vous avez dit l'enquête journalistique, elle ne peut pas tout faire, c'est de la responsabilité de tous, je suis d'accord, mais heureusement que l'enquête journalistique est là. On ne peut pas avancer véritablement sans les médias. Quand les choses sont, quand la guerre, cessera et qu'on saura ce qui s'est passé à Gaza, on ne sait pas ce qui se passe à Gaza. Je vous rappelle juste un fait.
En 43, je conclus sur un fait, c'est une synthèse par un fait, entre avril 43 et septembre 43. L'effort de guerre du Royaume-Uni, on se dit jamais pourquoi le Royaume-Uni a résisté si bien, grâce au blé du Bengale. Mais on ne dit pas que l'Inde a participé, comme on ne dit pas que les tirailleurs et les Guinis qui ont participé en province, De Gaulle a dit « je ne les veux pas sur les photos ». On ne sait pas ça. Ils ne sont pas sur les photos de la libération. Les Goumis ont, en Provence, couteau avec couteau contre les nazis. Les Français ont dit, vous savez mieux les montagnes du Rif, vous savez mieux combattre que nous, c'est vous qui allez aller au corps à corps. Ils ont été au corps à corps. Mais il faut être historien pour le savoir. Un historien qui regarde les faits. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Pardon, je disais juste le fait. Avril 43, septembre 43. Il y a eu, par les médias, malheureusement, c'était des médias faux, 1000 morts de faim au Bengale par semaine. Ça semble énorme, mais c'était une réalité totalement sous-estimée. Quand l'enquête a pu être faite complètement à partir de septembre 43, c'était 20 000 morts par semaine au Bengale. Le Bengale n'avait pas de quoi manger et le blé allait au Royaume-Uni. Vous faites bien de le rappeler. Vous avez parlé de l'importance des journaux. Voilà, des journaux, mais aussi des philosophes, des penseurs, des écrivains, des artistes, des activistes. Edoui. Quelques petits mots. D'abord, remercier vraiment les rencontres Orient-Occident d'illustrer dans ce monde l'idée qu'il faut des ponts, quoi. Il faut des liens, qu'il faut des relations. Et vous avez parlé de conversation. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de rajouter des disputes à des disputes. On est envahi par un monde du clash, par un monde de la virulence, par un monde qui ne s'écoute pas, qui ne s'entend pas. On a à la fois partagé des idées, mais surtout on a approfondi ensemble. On a partagé des connaissances, des savoirs ensemble. On a besoin de cela. Je le dis parce que pour mon métier de journaliste, dont je pense que la raison d'être, c'est d'apporter des connaissances, c'est pas d'émettre une opinion, c'est pas le propre du journaliste. Chacun a des opinions. Donc, d'apporter des faits sur le présent, lequel est encombré de passé. Aujourd'hui, nous avons un adversaire qui est justement la dictature des opinions. Des opinions partout, le blablabla des opinions, y compris les pires, y compris les plus abjectes, qui étouffe la réalité des informations. Et donc, de ce point de vue, je pense que ce que vous faites ici, qui est justement de ne pas chercher à créer l'incident, la polémique, mais à approfondir la relation, le lien, à tâtonner ensemble. Et puisqu'on a fait cela dans la musique de Penser aux autres, je voudrais lire ce texte. Vous l'avez déjà entendu, parce qu'il me tient très à cœur. Ce sont d'ailleurs des cinéastes du monde entier qui l'ont exhumé à la fin de l'année dernière, dont l'un est parti d'Israël, Avi Mograbi est parti en exil, je crois, au Portugal, et qui est un texte qu'il faut relire, parce que Pense aux autres, c'est aussi penser, même si ce sont des voix minoritaires, à ceux qui en 67 ont planté l'idée que, ça y est, l'engrenage était terrible. C'est un texte qui est paru dans Haaretz en septembre 67, d'une petite organisation qui n'existe plus, qui était une organisation socialiste, internationaliste, humaniste, appelée le Matzpen, la boussole en hébreu, la boussole de l'égalité. Et ces fondateurs, dirigeants, venus de toutes sortes certains nés en Israël, d'autres venus de communautés juives, venus en Palestine, nés en Palestine, puisque vu leur âge, ils étaient nés avant la création de l'État d'Israël, et d'autres venus de différentes communautés juives, ont publié ce texte. Et ce texte est très fort pour un mot qui d'ailleurs, souvent, quand il a été repris, a été oublié. Notre droit de nous défendre contre l'extermination ne nous donne pas le droit d'opprimer les autres. L'occupation entraîne une domination étrangère. Une domination étrangère entraîne la résistance. La résistance entraîne la répression. La répression entraîne le terrorisme et le contre-terrorisme. Les victimes du terrorisme sont en général des innocents. Et la phrase la plus forte, c'est la suite.
et vous l'avez souligné, la mainmise sur les territoires occupés fera de nous des assassins et des assassinés. Des assassins et des assassinés. Sortons des territoires occupés maintenant. 22 septembre 1967. La boussole de l'égalité. Merci beaucoup. Les livres de nos deux intervenants sont à la librairie du Château Mercier. Demain, donc, nous aurons rendez-vous avec vous, Ali Ben Makhlouf, et avec vous, Younes Adjaraï, à 17h pour parler de ce livre, L'humanité des autres, que vous trouvez dans la librairie. Nous vous lirons, évidemment, nous vous relirons dans vos livres, nous relirons vos livres, et surtout, on va vous relire dans Mediapart, le journal qui impacte. Merci beaucoup, mesdames et messieurs.